tous. Moi, je suis ravie de vous accueillir à la mairie du 7e arrondissement, dans notre salle du conseil. Et je suis ravie de vous voir connectés aussi nombreux pour accueillir aujourd'hui, alors en ma qualité de maire, j'accueille l'association Hold Up que j'ai soutenue dès son lancement et depuis toujours, pour ses actions, pour son engagement, pour les activités qu'elle fait régulièrement au service, certes, des habitants du 7e arrondissement, parce que nous avons des partenariats réguliers. Et ce n'est pas uniquement dans le grand âge, c'est bien au contraire, c'est de démontrer que l'âge est un atout et une valeur ajoutée pour contribuer à la transmission, contribuer à l'échange, contribuer à la solidarité. Et je peux vous dire que dans cette période de crise sanitaire, cette association nous a été extrêmement précieuse. De nombreux membres de cette association nous ont permis d'aider ceux qui pouvaient être en difficulté. Et par exemple, je vous donne un cas concret. En ce moment, nous sommes en pleine vaccination. Ça nous permet de pouvoir vacciner au maximum toutes les personnes éligibles à la vaccination pour reprendre la vie comme avant. Je suis aussi très honorée, et c'est pour ça que je voulais être là aussi, de pouvoir accueillir Laura Adler, qui vient nous présenter son livre et qui parle avec beaucoup de vie de la manière dont on prend de l'âge et pourquoi prendre l'âge est un atout pour tout le monde, pour notre société, pour la transmission, pour la cohésion. Et en ce moment où on est un petit peu en interrogation, en difficulté, où on a un pacte républicain qui peut être secoué, je trouve que ce livre a tout son sens et qu'une association comme la vôtre a encore beaucoup plus de sens et de choses à dire et à donner. En tout cas, bienvenue à la mairie du 7e arrondissement. Et encore une fois, je remercie Laura Adler de participer à cette conférence qui sera effectivement très intéressante quand je vois le nombre de personnes connectées aujourd'hui. Voilà. Merci et bonne conférence à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas du tout si j'ai été dans le biais, dans le truc. Ouais. Je vous laisse... Bonjour, merci à Madame le maire pour son accueil extraordinaire. Elle a tout dit presque de Hold Up. Je me présente, je suis Martine Gruher et je suis actuellement en intérim présidente de l'association Hold Up. Donc juste un mot pour vous redire ce qu'est Hold Up, qui date maintenant d'il y a 14 ans et qui est ouverte essentiellement aux personnes qui sont dans la deuxième étape de leur retraite, les vieux, comme nous nous appelons nous-mêmes, c'est très important, avec le souhait, l'ambition de leur donner la parole, de donner du sens et de l'utilité et du plaisir à vivre pour tous les vieux que nous sommes et qui sont en nombre, comme nous le savons, dans la société aujourd'hui. Donc je ne vais pas dire plus, simplement je vais vous demander de fermer vos micros, tous, pour qu'il n'y ait pas justement de problème de bruit qui nous parasite. Je vais donner la parole, donc le thème d'aujourd'hui, vous le savez, c'est vieux et vivant. Et la première personne qui va intervenir, c'est donc, on a la grande chance de recevoir Laura Adler, je pense que vous la connaissez à peu près tous. Elle est actuellement, elle passe sur la 5, si vous voulez venir. Laure. D'abord Marie-Françoise. Ah non, c'est d'abord vous qui prenez la parole, si ça vous ennuie pas. Oui, ça m'ennuie. Ça vous ennuie, oui, c'est comme ça. Et juste vous montrer, donc voilà le livre de Laura Adler dont elle va nous parler, mais je pense de façon bien plus large encore. Et puis ensuite, il y aura Marie-Françoise Fuchs, qui est la présidente d'honneur, présidente fondatrice de Hold Up, et qui parlera de son livre Rencontres tardives. Elles enchantent nos vieillesses. Je leur laisse la parole. Merci de fermer vos micros et à la fin, nous prévoyons à peu près 20 minutes pour vos questions. Merci. Je suis là. Bonjour. Marie-Françoise. Bonjour à tous. On voit avec beaucoup de joie. Ah, on peut enlever. Ok. Alors on enlève. Voilà. La plus maquillée des deux, c'est Marie-Françoise. Hein. Bon,
tout cas, La plus belle. je La suis plus très heureuse de vous éclatante. rencontrer tous parce qu'on vous reconnaît. C'est merveilleux, on a un petit panel en face de nous qui montre vos visages, c'est formidable. Merci d'être là. Alors, qui c'est vous commence? qui commencez. C'est vous. Alors d'abord, vous dire à quel point je suis heureuse d'être avec vous, même si vous êtes un peu loin. Je vois quelques petites vignettes avec des visages, aussi bien de femmes que d'hommes, et je vois des gens très très jeunes aussi parmi les visages qui s'affichent sur l'écran. Donc ça, c'est un combat qu'a magnifiquement et que continue à incarner magnifiquement Marie-Françoise depuis longtemps. Et donc, je voudrais dire ma reconnaissance à l'association et à Marie-Françoise. Car Marie-Françoise a été très importante dans le parcours, le voyage que j'ai fait pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire la vieillesse, puisque la thématique c'est vieillesse, vieux et vivant. Eh bien, moi je dirais plutôt vivant et vieux. C'est pas une évidence aujourd'hui dans notre société, dans les représentations qu'on donne de la vieillesse, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai ressenti à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire, toutes les enquêtes que j'ai pu mener, tous les lieux où j'ai pu habiter et vivre, et où j'ai pu admirer toutes les personnes qui, soit accompagnées des individualités qui doivent être, entre guillemets, prises en charge, soit des personnes qui incarnent la vieillesse magnifiquement comme sédimentation d'expérience, agrandissement psychique et vital de ce que ça veut dire être au monde. Et parmi ces personnes, il y a Marie-Françoise. Alors Marie-Françoise, je peux dire que d'abord c'est l'humour, ensuite c'est la grande expérience, ensuite c'est la distance, ensuite c'est le travail, ensuite c'est l'expérimentation, ensuite c'est l'expertise de l'expérimentation, et ensuite c'est l'accompagnement à tous les niveaux. Et surtout, pour moi, je dirais d'un seul mot que c'est l'incarnation de la vitalité. Donc, je n'ai qu'un seul regret, et c'est peut-être la première question que je vais lui poser, c'est de ne pas l'avoir connue quand elle avait 20 ans, parce que je pense qu'elle était beaucoup plus vieille que le jour où nous sommes, c'est-à-dire le 10 mai 2021. C'était comment d'avoir 20 ans, Marie-Françoise? Ah, mais c'était extraordinaire, mais c'était pas du tout la même chose. C'est une révélation de vieillir, c'est extraordinaire, c'est une découverte de tous les jours. Il y a des surprises tous les matins, tous les jours, et à partir du moment où on ouvre un peu ses yeux, ses oreilles, et qu'on a autre chose. Moi non plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, il se passe, je ne sais pas. Non, et j'ai eu Bernadette, elle n'y arrive pas en fait, elle ne sait pas comment cliquer, tout ça. C'est des petites interférences. Ah oui, de voilà. dames qui Non n'arrivent plus, pas. j'en ai pas, je vois. Il faudrait fermer vos micros, on vous entend. Merci de fermer tous vos micros. Et après, on vous le demandera de les ouvrir pour nous poser les questions. Oui, parce que c'est bien sûr un dialogue qu'on veut ouvrir, Voilà. toutes les deux, avec vous. Mais pas tout de suite, on veut Pas d'abord tout de parler suite. nous. Voilà. Donc Marie-Françoise, n'embrayez pas tout de suite sur la vieillesse. Commençons par ce qu'on appelle être jeune. Est-ce que vous regrettez votre jeunesse? Non, pas du tout, Ah. je profite. Ce sont des souvenirs fantastiques, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, j'aime bien le présent. Je ne suis pas dans la nostalgie de mes 20 ans, pas du tout. Oh là là, c'était la fac, c'était le travail, c'était beaucoup de choses, des découvertes extraordinaires, de l'amour, de toutes sortes de choses. Mais je dois dire que j'ai l'impression de m'enrichir encore plus aujourd'hui, de rencontrer avec plus d'intensité, plus d'ouverture les personnes avec lesquelles j'ai la chance de me trouver. C'est vraiment une vie qui s'ouvre, l'âge venant, on a un petit peu de temps, on est un peu plus, comment dirais-je, on a un peu moins peur peut-être, et on rencontre l'autre d'une façon exceptionnelle, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Alors j'ai voulu
Mais notre rencontre avec Laure est un exemple, parce que nous n'avions pas beaucoup de raisons de nous trouver. Et puis, les hasards, c'est ça que je trouve étonnant, c'est qu'il y a des surprises, il y a des hasards. Et tout à coup, eh bien, c'est un moment de capacité de trouver un chemin l'un vers l'autre, une émotion commune, comment dirais-je, une entente, quelque chose où on se comprend plus. Et je pense qu'en vieillissant, si on reste vraiment les oreilles, nous sommes nombreux à Hold Up à continuer ce chemin de découverte, et je m'en réjouis énormément. Ce sont des rencontres, je pense que nous sommes aussi une association de rencontres. Alors on parlera du contenu de ce nouveau livre qui est très intéressant par bien des aspects, et notamment par l'idée de la rencontre. Il y a des gens, je repose la question de vos 20 ans, non pas du tout par nostalgie, mais parce que je pense que quand on a eu 20 ans, on n'a peut-être pas rencontré véritablement des gens avec qui on a été en rapport. Parce qu'on est peut-être passé à côté de gens. Et je voudrais qu'on parle de quelque chose qui traverse énormément l'association, mais aussi votre existence et votre vision du monde, Marie-Françoise, c'est l'intensité du présent. Oui. C'est-à-dire que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, eh ben, il faut vivre l'instant T du présent. Oui. Et quand on est jeune, on passe son temps à imaginer le futur, l'avenir. On est pris dans une action, on est pris dans des découvertes aussi. Je pense qu'à chaque âge, il y a des découvertes différentes, un rythme de découvertes différentes, et puis moins de temps peut-être pour déguster ces rencontres. Alors, on fait des rencontres fondamentales, parce qu'il n'y a pas de doute qu'à 20 ans, c'est le moment où on découvre les amours, une vie différente aussi. On sort de l'enfance, de l'adolescence, et on a beaucoup de chance aussi. Mais chaque âge a quelque chose de découverte. Mais seulement, ça ne s'arrête pas. C'est ça que moi, je voudrais témoigner. Mais vous en êtes... Je trouve que c'est formidable que vous ayez écrit, parce que comme vous avez une renommée importante et méritée, eh bien, quand vous écrivez quelque chose comme ça, qui va dans le même sens que ce que je dis, c'est-à-dire, c'est une voyageuse de nuit, c'est la même chose, on voyage de jour, on voyage de nuit, et on découvre d'autres aspects. On découvre beaucoup de beauté qu'on ne regardait pas auparavant. On a des éblouissements, on a des émerveillements. Alors, c'est pas la peine de revenir sur un âge aussi tout à fait intéressant, celui de grands-parents. Mais c'est pas le même. Moi, je suis arrivée au grand âge, alors, pas comme vous. Attendez, vous avez encore des choses à découvrir là-dessus. Mais je pense que tout le monde sait à quel point, pour beaucoup de personnes, l'émerveillement de la grand-parentalité, les émotions que ça recouvre, c'est fabuleux. On a à chaque moment une chance, et quand on devient très vieux, eh bien, on s'ouvre à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est moins autour de ceux qui font le fondamental de la famille, et c'est plus peut-être une découverte plus universelle et moins forcément et puis ce sont des rencontres gratuites, complètement gratuites. Et c'est extraordinaire. Oui, c'est-à-dire ce que vous montrez, c'est qu'il y a une sorte d'allègement de l'existence qui fait que finalement on fait beaucoup plus de choses pour son plaisir, sans essayer, parce qu'on est quand même tous plus ou moins inscrits dans un jeu social quand on travaille. De performance. De compétitivité, de concurrence, quelquefois vénéneuse et très, très lourde à porter. Oui, mais enfin, on est bien obligé d'y être pour pouvoir se maintenir. Et donc, l'âge apporte aussi cette espèce de légèreté qui fait qu'on vit les choses sans en attendre de retour, comme on dit, sans avoir d'utilité sociale ou économique. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça, on a d'autres visées, d'autres buts au-delà de nous, et aussi
on se repenche effectivement vers le passé, mais pas un passé de retrouver notre jeunesse, c'est pas ça. Moi, je pense que nous nous portons vers un passé collectif, vers un passé qui va loin, au-delà de ce qu'on a pu matériellement connaître, et de se retrouver dans toute une histoire. On s'inscrit dans une histoire. Mais j'aimerais que vous parliez à votre tour. C'est vous qui avez fait la voyageuse de nuit. Oui, mais c'est vous qui avez fait Rencontres tardives, elles enchantent nos vieillesses. Ah oui, mais... Alors donc, on va quand même rester sur ce thème des rencontres tardives. C'est vrai, en tout cas, en ce qui me concerne, que moi, j'ai pu nouer des amitiés avec des personnes plus jeunes que moi ou des personnes plus âgées. Savez-vous ce que j'ai fait hier? Non. C'était dimanche. Oui. Bon. C'était dimanche 9 mai. Avant-hier, c'était samedi 8 mai. Je suis allée voir une personne qui habite Caen, dans le Calvados, qui habite dans un quartier périphérique de Caen. Et je suis allée la voir parce que c'est une femme qui a gagné l'Oscar à Hollywood. Vous savez qu'il y a eu les Oscars il y a très peu de temps, il y a une dizaine de jours. Eh bien, elle a accepté que je vienne la voir. Donc, je me suis rendue à Caen. J'ai frappé à sa porte... dans l'appartement HLM qu'elle habite. Elle m'a ouvert la porte. Je vais vous montrer sa photo. Enfin, je vous montrerai la photo à Marie-Françoise. Mais je suis tombée sur une femme qui était habillée en costume pantalon, bleu marine, avec des tas d'inscriptions militaires à droite et à gauche, parce qu'elle avait fait toutes les manifestations le matin, nous étions en début d'après-midi, pour la commémoration du 8 mai, et qu'elle avait été honorée ses deux frères qui étaient morts pendant la guerre. Oui. Et cette femme, elle s'appelle Colette, elle a obtenu donc l'Oscar à Hollywood pour la section des documentaires. Elle va recevoir sa petite statuette dans quelques jours parce qu'elle ne peut pas se rendre à Hollywood pour la cérémonie. Je lui ai demandé son âge. Elle m'a dit « Je n'ai que 93 ans et demi ». Et je vous assure, j'ai parlé avec elle pendant toute une partie de l'après-midi, je vous assure que la plus jeune des deux, c'était elle. Donc la jeunesse, je pense que ce n'est pas une histoire d'âge, la vieillesse, ce n'est donc pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'état d'esprit. Et je pense que plus on vieillit, en tout cas c'est ce que vous montrez Marie-Françoise, c'est ce que montre Colette, c'est que plus on vieillit, plus il y a une sédimentation d'expérience, de connaissances et de lâcher prise qui autorise des choses que peut-être on n'aurait pas osé le faire plus tôt. Je crois que oui. Il n'y a pas de doute qu'on peut oser, mais il n'y a pas de doute qu'on perd des moyens, on perd beaucoup de capacités et en même temps on en acquiert de nouvelles. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en valeur et c'est ça dont il faut s'apercevoir. Nous avons un ami à Hold Up qui est sociologue et alors il dit en riant, il dit maintenant je cours lentement. C'est son histoire, mais ouais, elle est connue. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faisait des performances, il avait son chronomètre et il voulait faire une seconde de moins dans son trajet. Et maintenant, il court lentement et ça veut dire qu'il découvre le monde. Il découvre les environnements dans lesquels il court, il découvre les gens qui sont là. Alors, je vais vous raconter une anecdote aussi. Mon mari se promène, il aime se promener après le déjeuner, il fait une promenade longue, 1 ou 2 heures, il marche doucement, mais il marche. Et dans ce chemin, il a retrouvé, ces temps derniers, toujours un même autre monsieur qui fait la même chose et qui se promène, et mon mari est vieux, il a 90 ans, enfin bon. Et ils se sont parlé la première fois un petit peu, ah bon, et vous faites des balades là, et ils sont devenus amis. C'est-à-dire qu'en l'espace de là, nous venons de passer 15 jours dans la campagne, et c'était tout à fait improbable, imprévu, c'est pas du tout un monsieur qui a fait des choses semblables à celles qu'a fait moi pu connaître mon mari, et maintenant ils se parlent énormément, ils font des projets ensemble. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est-à-dire que les opportunités sont multiples. Et il ne faut pas oublier, c'est pour ça que moi que j'ai eu envie de réunir des témoignages, c'est pas moi qui ai écrit tout le livre, bien sûr, ce sont les témoins, ce sont les amis qui ont bien voulu s'exprimer sur leur rencontre. Et si on n'est pas fermé complètement dans l'insensibilité par rapport à ce qui nous entoure, tout à coup on découvre.
On apprend, on connaît, on a du plaisir et on le partage. Je trouve que c'est extraordinaire. Vous avez dit quelque chose d'important qui ressort aussi de ce bouquin. Tout à l'heure, vous avez parlé, Marie-Françoise, de l'agrandissement de l'existence au cours de la vieillesse. Et vous avez sous-entendu, sans y aller vraiment, que cet agrandissement de l'existence, il peut être obtenu évidemment par les joies familiales. Vous avez parlé des petits-enfants, mais vous avez dit aussi qu'il n'y avait pas que la famille. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est assez compliqué à dire, parce que nos rôles sociaux, alors quand on est une jeune femme, il faut être une mère parfaite, il faut être une superwoman au boulot, il faut faire une épouse. Une bonne épouse, il faut savoir remplir le frigidaire en sortant de l'école et du boulot, il faut savoir être une femme séduisante, etc. Mais quand on est vieux, il faut savoir forcément être grand-parent. Quant au reste, ça n'existe guère dans les représentations sociétales qu'on nous présente, aussi bien dans les journaux, dans les émissions de télévision, etc. Mais il n'y a pas que le rôle de grand-parent qui soit issu aux personnes qui atteignent un âge certain ou un certain âge, comme on voudra. Le grand âge. Ou le grand âge. Il n'y a pas que les fonctions de grands-parents. Je pense que les petits-enfants grandissent, on n'a plus de petits-enfants, ils sont des grands petits-enfants. C'est autre chose et je pense que c'est nous renouer avec un ensemble beaucoup plus universel qui nous travaille. Je crois que c'est très important, cette part de nous-mêmes qui est en questionnement sur le sens de la vie, sur ce qui est au-delà de nous-mêmes. Et que c'est une période très ouverte à la réflexion, au questionnement qui dure et qui revient et qui demande justement de se confronter, de s'affronter avec les autres pour mieux aller plus loin que ce qu'on a pu faire précédemment. On a le temps. J'ai lu le petit livre qu'a publié notre ancien Premier ministre récemment, dans lequel il exprime très clairement que il y a deux choses vraiment importantes aujourd'hui, mais qu'on n'a jamais le temps, quand on est dans le rôle dans lequel il était, quand on est dans l'action, on ne peut jamais avoir le temps de s'en occuper. Il y a deux choses importantes, à son avis, il le dit, il dit « je n'ai jamais une minute pour me poser et pour vraiment approfondir », alors que nous avons ce temps qui nous est donné, il faut que nous en profitions, et que nous en profitions avec d'autres, parce que c'est dans le dialogue, c'est dans la rencontre, que les choses vont cheminer de question en question. Je pense qu'on va pouvoir aller plus loin. Mais je crois que vous vous êtes posé toutes ces questions dans votre livre, c'est ce que vous exprimez, et j'aimerais bien que vous en disiez un peu plus là-dessus. Oui, mais je ne suis pas là pour faire la promotion de mon livre, je suis là pour discuter avec vous de tout ce que vous enseignez à l'intérieur de cette association, qui vient à contre-courant des représentations des vieux aujourd'hui, qui sont de plus en plus stigmatisantes, qui sont de plus en plus, je dirais même injurieuses, vis-à-vis de notre âge, comme si l'âge était une sorte de fardeau, comme si l'âge était une incapacité à pouvoir penser, à pouvoir vivre le monde, à pouvoir vivre le rapport avec les autres, alors que nous constituons l'armée silencieuse de tous ceux qu'on appelle soi-disant les aidants. On nous appelle comme ça, les aidants. Et je trouve qu'actuellement, il y a une sorte de manque de reconnaissance de cette société silencieuse qui est pourtant toujours aux aguets, qui est pourtant toujours présente et qui, à bas bruit, quotidiennement, modestement, continue à faire un travail d'interstice, de lien, de possibilité de protection, de possibilité d'aller vers les plus fragiles d'entre nous, de possibilité aussi de réfléchir à ce que c'est que cette société de l'accompagnement de la fragilité humaine qui constitue toute société et pas forcément une catégorie d'âge et une génération. Alors d'un côté, on voit par exemple qu'il y a toute une partie des jeunes qui, lors du premier confinement, se sont très naturellement portés vers leurs mairies respectives. Et puisque nous sommes dans une mairie, je sais que c'est arrivé dans celle-ci, comme tant d'autres en France, qui sont venus dans les mairies en disant « Voilà, nous on est disponibles,
Est-ce qu'il y a des personnes fragiles? Est-ce qu'il y a des personnes isolées? Est-ce qu'on peut aller voir les personnes les plus âgées qui vont être coupées de tout élan de solidarité, etc. Eh bien, je trouve qu'à l'intérieur du fonctionnement, entre guillemets, politique de notre société démocratique, il y a une sorte de ralentissement, voire même de côté assez conjuratoire, comme si les personnes qui sont en pleine performance de leurs moyens et qui nous dirigent avaient peur de vieillir, et du coup transfèrent cette peur vers ce qu'ils vont devenir et préfèrent nous ignorer au mieux et quelquefois stigmatiser notre classe d'âge. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Françoise? Je crois tout à fait, et je crois que c'est très important, justement parce que nous avons enfourché cette espèce de stigmatisation du vieillissement, et nous avons à réagir très fort là-dessus, parce que nous sommes les seuls à pouvoir dire, mais non, attendez, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, et je pense que nous sommes un trait d'union entre le passé et le futur, et que c'est quelque chose qui n'a pas de prix non plus. C'est-à-dire que nous avons, il ne faut pas se cacher, que nous avons des avatars. Il nous arrive plein de choses que nous ne voudrions pas qu'il nous arrive, aussi bien sur le plan physique que sur le plan de la mémoire ou de toutes sortes de choses qui ne fonctionnent plus comme on voudrait, mais il nous arrive justement en contrepoint des capacités de sensibilité, d'émotivité, de proximité que on n'avait pas eu cette richesse avant. On ne l'avait pas autant. On l'avait dans d'autres circonstances et réservé à un petit groupe relativement restreint, alors que précisément, je pense qu'on se rejoint avec des gens qui sont lointains, avec des gens qui ont existé avant nous, ou après, qui vont exister après nous, et que petit à petit, nous formons un beaucoup plus grand tout que ce qu'avant nous paraissait être notre environnement. Je pense qu'on a élargi. Alors parlons des choses qui fâchent quand même, parce que la vieillesse, c'est aussi synonyme d'incapacité physique ou psychique. Vous l'avez souligné déjà depuis plusieurs reprises depuis le début de notre conversation. Nous avons la chance de pouvoir vivre vieux et en pleine forme. Et, enfin, en pleine forme. Je veux dire par là qu'on a la chance de ne pas être malade. Ah oui. Et je veux dire par là aussi... On a des bobos. Oui, on a des bobos, mais il y a des gens qui ont plus que des bobos et qui sont dans l'incapacité de vivre leur propre vieillesse. Oui. Donc nous sommes des privilégiés par rapport à notre condition physique et psychique, mais par contre, justement dans cette enquête que j'ai menée, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de spécialistes de l'âge, que vous connaissez tous par cœur, Marie-Françoise, et vous avez entendu à l'intérieur de votre association. Et ce qui m'a beaucoup frappé à les écouter, ces médecins du grand âge, c'est qu'ils disaient qu'il y avait eu une véritable révolution médicale au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait coller dans un seul mot « vieux et en bonne santé », mais pas mettre « et en bonne santé », vieux et en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui atteignent un âge certain, tout en ayant l'intégrité de leurs capacités. Et enfin, non, alors allez-y. Tout à fait, non. Non, pas Je tout à fait pense ça. qu'on perd des bouts de choses constamment, et que d'une certaine façon, ce qu'il faut se dire, c'est que grâce à ça, il y avait un monsieur dans un de nos groupes un jour qui est venu et qui a dit c'est épouvantable, j'ai une passion pour les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Et d'où vient le titre du bouquin, La Voyage de nuit, c'est sorti de Chateaubriand. Voilà, alors... La vie de Rancé, mais pas les mémoires d'outre-tombe. Alors, ce monsieur voulait parler de cet ouvrage avec son petit-fils, et disait-il, malheureusement, j'oublie tous les noms propres, alors je n'ose plus en parler avec lui. Mais alors, du coup, je me suis remis dans la lecture de ces mémoires d'outre-tombe, et tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu avant. Alors, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce qui a fait un progrès? Qu'est-ce que c'est? Il oublie les noms propres. Est-ce que c'est vraiment capital? C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est le fait qu'il puisse approfondir, qu'il puisse découvrir de nouvelles choses qu'il n'avait pas perçues avant? Alors, moi, je pense que c'est ça. C'est une mutation. Nous vivons une autre période de la vie, et cette période, elle est richissime, à condition que nous acceptions les appauvrissements
et que nous voyons ce que ces appauvrissements vont nous procurer des plus. Je pense que même les malades, les pathologies difficiles de perte cognitive, etc., ces personnes conservent de l'émotivité, conservent une présence, un être profond. Et je crois que jusqu'à présent, on a un peu, dans trop de cas, pas pour tous, heureusement, mais on a un peu raté leur accompagnement et comprendre à quel point ils sont ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses et c'est la même chose que moi je connais un certain nombre de parents dans ma famille, par exemple, qui ont des enfants particulièrement handicapés et avec lesquels ils ont un bonheur de contact, un bonheur de découverte de l'autre. Quand on lit les mémoires de Gaulle ou qu'on lit les livres qui sont parus sur lui avec sa petite fille, on voit à quel point elle a marqué sa fille qui n'était pas tout à fait normale et l'importance qu'elle a eue dans sa vie. Et une importance affective majeure. Et je pense que nous sommes porteurs de quelque chose où nous avons perdu certaines capacités et nous sommes encore peut-être plus importants dans notre humanité comme ça. Nous avons de la chance, ou du moins on estime qu'on a de la chance en n'étant pas trop incapable, mais on l'est quand même un peu, mais enfin pas vous, parce que vous êtes encore très jeune et puis vous le conserverez peut-être jusqu'au bout. Ça ralentissait. Moi je m'aperçois, mais de temps en temps, c'est par petits paliers, je me dis ça y est, ça, plus question, c'est plus possible. Mais je pense que ça, c'est aussi un sourire, c'est aussi quelque chose qui nous met plus proches les uns des autres. Parce que on n'est plus impressionné uniquement par des performances, qu'elles soient intellectuelles ou d'un genre, même matériel, enfin, on est impressionné par l'être et plus par ça. Alors par rapport à la maladie d'Alzheimer qui s'abat sur beaucoup de personnes, hélas, et qu'on ne sait pas soigner, je ne sais pas si un jour on saura la soigner, mais en tout cas on peut voir qu'à l'intérieur de votre association, et ça rejoint des enquêtes et des rencontres bouleversantes que j'ai pu faire au cours de la rédaction de cet ouvrage, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médecins qui sont allés trop vite dans une sorte d'exclusion justement de la diminution de nos capacités et dans une sorte de ségrégation des personnes qui subissent cette maladie. Et qu'aujourd'hui, alors évidemment ça se fait peut-être un peu trop lentement, mais en tout cas il y a une meilleure appréhension cognitive, je dirais presque phénoménologique, oui. Et une inversion de la dialectique médicale. Au lieu de dire, bon, bah, on ne sait pas quoi en faire, on va les mettre tous ensemble, on les mettra dans un étage, et puis l'étage, il sera le plus haut possible, et puis il n'y aura pas de communication, etc., etc. Enfermés. Voilà, enfermés à double tour, parce qu'ils pourraient sortir dans la rue, et comme ils ne savent plus comment ils s'appellent, ça va perturber et mettre du désordre dans la cité. Et bien là, on commence, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les médecins commencent à se dire, mais ces personnes-là peuvent nous apprendre des choses. Oui. Et non pas les médecins vont... Ce sont des personnes. Voilà. Ce sont des personnes et ce sont des êtres qui souffrent, qui ont des joies, qui ressentent des choses, qui ressentent très très bien l'affection qu'on leur porte et qui en profitent fortement. C'est pas vrai que tout est disparu, c'est pas exact. Il reste beaucoup de capacités émotionnelles. Il reste beaucoup de capacités affectives et c'est très dommage que mais ça vient, que ce ne soit pas pris en compte et favorisé et enfin qu'on donne la chance à ce que ces qualités-là se développent et trouvent justement des partenaires pour se retrouver. Du reste, c'est anecdotique par rapport à ce dont on parle, dans les lieux dans lesquels il y a des animaux, des chiens, en particulier où j'ai eu la chance d'aller dans un de ces EHPAD où il y a des chiens en permanence, il y a un sourire sur la figure des personnes qui sont là, qui est formidable. Nous y sommes allés avec une amie de hold-up, près de Colmar, dans un de ces EHPAD un peu
qui veulent être une expérience vraiment intéressante. Et c'est tout à fait étonnant à quel point on a le sentiment qu'on est là dans un lieu où tout le monde est content d'être. On est bien. Et les soignants, alors il faut dire une chose, quand on va un tout petit peu dans ces endroits, c'est hyper important de regarder aussi où est le sourire dans les soignants et où est le sourire dans le personnel et où est le sourire chez les personnes qui y sont parce qu'elles ne peuvent plus assurer leur quotidien par elles-mêmes. C'est tout à fait important et ça veut dire que c'est un ensemble, c'est une société qui se crée dans laquelle une famille hospitalière, dans le bon sens du terme, s'est créée et où chacun vit comme il peut, mais avec le sourire parce qu'il est bien. Il se sent parmi les autres dans de bonnes conditions. Je crois que on a beaucoup à apprendre encore de toutes ces personnes qui ont des difficultés importantes. Bon, il y a un moment peut-être où ça dépasse les possibilités, mais je crois que les choses ne vont pas d'un coup toujours au pire. Il y a un espace. Il y a un espace et je pense que justement dans les histoires de vie, comme vous le racontez, comment on se confronte dans la rue et partout avec l'image que l'on porte en soi. On est habillé par sa vieillesse, habillé, pas seulement habité, mais habillé, et on la porte. Et je pense que si on peut la porter avec le sourire, c'est que ça va. C'est que ça va et que si le sourire provoque le sourire, et je pense qu'on change aussi la société. Mais vous racontez très très bien tout ce qui vous est arrivé et comment vous avez pris conscience. Dites-nous-en un petit peu plus quand même. Alors, je voudrais prolonger la réflexion que vous venez de faire, Marie-Françoise, par rapport à Alzheimer, en parlant des civilisations non occidentales et de leur rapport à la vieillesse. Et moi, j'ai vécu, quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 17 ans, de 0 à 17 ans, donc en Afrique, dans une civilisation élevée par ce qu'on appelle un boy. Mais en fait, c'était une nounou, quoi, sauf que c'était un monsieur, et qui était lui-même d'une société traditionnelle, qui est le peuple Peul. Et magnifique. Voilà, donc il m'a transmis, au lieu d'avoir les contes de Charles Perrault, j'ai eu les contes traditionnels de la civilisation Peul. Au lieu d'avoir la naissance de l'origine du monde dans l'Ancien Testament, j'ai eu la naissance de l'origine du monde dans la mythologie Peul, etc. Et en ce qui concerne la vieillesse, et en ce qui concerne aussi la création du monde, eh bien, quand naît le premier homme, dans la mythologie Peul, c'est une personne. Une personne au sens le plus complet du terme. Et quand cette personne va franchir les différents âges de la vie, elle va rester une personne. Oui. Et dans notre civilisation occidentale, et dans nos civilisations occidentales où la performance économique va de plus en plus vite, vous êtes jugé comme une personne quand vous êtes compétitif, quand vous êtes efficace, quand vous êtes rentable, etc., etc. Ça, on le perd. Et on le perd, objectivement. Tandis que non, mais dans des civilisations non occidentales, vous restez une personne jusqu'au bout. Et donc, je trouve que cette ségrégation vis-à-vis de la vieillesse, vis-à-vis de l'âge comme critère de compréhension de ce que veut dire une société, n'est pas un critère objectif. D'ailleurs, moi, je me suis aperçue, à ma grande surprise, en enquêtant sur ce que ça veut dire avoir de l'âge, je me suis posé une question stupide à un moment. Je me suis dit, depuis combien de temps on a un âge ? Parce que en dehors de l'Afrique, moi, j'ai été élevée, quand j'allais en France tous les étés, j'ai été élevée par mes grands-parents paternels. Ma grand-mère était institutrice dans un petit village d'Auvergne et mon grand-père était paysan. Et mon grand-père ne savait pas son âge. Et donc, il n'y a pas si longtemps. Et donc, j'ai fait des enquêtes historiques et je me suis aperçue qu'en fait, ça date de la Révolution française. Avant, il n'y avait pas de fiche d'état civil. Et en fait, ça date du moment de la conscription.
C'est-à-dire qu'il a fallu établir des classes d'âge, et donc à ce moment-là, on a demandé les dates de naissance, etc. Elles sont restées très longtemps approximatives. Alors je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin d'aller déclarer son âge et d'avoir un passeport ou une carte d'identité où il y a notre âge, mais je veux dire par là que pendant très très longtemps, pendant des siècles et des siècles, on a vécu comme des personnes et on ne nous jetait pas à la figure d'abord votre âge. Ce qui est quand même beaucoup et trop souvent le cas aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et nous avons obtempéré, c'est-à-dire que nous-mêmes, les vieux, on pense de la même manière que les jeunes pensent le vieux. Ça c'est quand même particulièrement... C'est-à-dire, alors je ne comprends pas bien là. Ah ben, c'est-à-dire que nous avons honte de nos défauts, de nos pertes, de nos incapacités. Vous avez honte? Ah non. Pas vous? Non, et pas moi. Bon. Mais je suis comme la méthode Montessori. Je compte les capacités. Quand ils font les bilans avec les Montessori pour les vieux, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une méthode merveilleuse. Non, moi je ne connais pas. Ah ben voilà. Alors le Montessori pour les jeunes et pour les vieux, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand on fait un bilan, on regarde quelles sont les capacités que l'on a et non pas quelles sont les pertes. En France particulièrement, puisque vous parlez de civilisation, c'est intéressant de voir qu'on a des spécificités aussi qui se sont construites au fil du temps. En France, on calcule toujours les pertes. Il ne peut plus faire ci, il ne peut plus faire ça, voilà. Alors le bilan est négatif, forcément. Et si on regarde ce qui est capacité, quelle capacité on développe à la place des pertes, eh bien à ce moment-là, tout est changé. Et, donc vous disiez que le nous était collectif. Nous avons tendance à avoir... Nous avons marché dans le truc, nous avons marché dans cette dépréciation du vieillissement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu même des époques en Occident où les objets anciens ou les maisons anciennes ou les choses comme ça avaient une valeur qui se conservait et qu'à l'heure actuelle, le jetable a pris une prépondérance terrible qui fait que on vous use et puis c'est fini, on met dans le panier à papier et c'est terminé. Et ça, c'est tragique parce que il n'y a pas de réémergence, il n'y a pas de renaissance. Or, je crois que le fil de l'âge, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en constante renaissance. Alors, on est un jeune octogénaire, on est un jeune septuagénaire, et puis on devient... Mais on a justement, on va dérouler quelque chose de neuf à partir de quelque chose qui a existé auparavant, mais autrement. C'est-à-dire, on ne veut pas tenir compte du fait que le changement est intéressant. Il n'y aurait rien à découvrir si on continuait éternellement à marcher sur je ne sais pas, c'est comme le cobaye qui fonctionne tout autour de sa petite échelle, il la fait tourner, puis c'est tout. Alors, si on ne changeait pas au fil du temps, ce serait très ennuyeux. Quelle répétition horrible. Alors, quand on veut s'accrocher, on dit qu'on radote. Et c'est ça, c'est-à-dire on ne va pas à la recherche d'être dans quelque chose de neuf, on répète ce qu'on a toujours fait et la créativité n'intervient pas. Moi je crois... Les jeunes radotent aussi. Hein. Oui, mais on ne fait pas attention. Oui, mais moi je crois beaucoup, et vous le dites aussi, par exemple, qu'on est beaucoup plus dans l'imaginaire et dans l'imaginatif quand on vieillit. On a écrit une de nous qui a participé à ce livre d'une façon, avec une histoire que j'adore, et elle dit bien le vieillissement est une occasion, une opportunité, ce que dit aussi notre président Philippe Cuton, une occasion de créativité extrêmement forte. Et Marion Perruchon, qui a écrit ce récit qu'elle a appelé ça y est, je vais avoir un trou de mémoire, naturellement. C'est épouvantable, mais c'est comme ça. C'est intéressant. Elle a écrit, c'est terrible,
ça, je vais le retrouver dedans, mais alors où est-ce qu'elle est? C'est pas une belle histoire. Une lumineuse rencontre. Une lumineuse rencontre. Pourtant, c'est un titre que j'aime énormément et justement, cette créativité qui est un potentiel que nous avons, elle a écrit un petit livre là-dessus où elle reprend d'illustres. Alors, dans certains métiers artistiques, c'est vrai qu'il peut s'exprimer chez les musiciens, chez les peintres, à des âges avancés, une créativité tout à fait exceptionnelle. Je pense que il y a les restrictions. Alors, Matisse est un exemple extraordinaire de Monet ça. aussi. Monet aussi. Alors, ne pouvant plus... Picasso aussi. La même chose, Beethoven en musique. Beethoven. Ne pouvant plus... Lui, il est devenu sourd, mais les autres sont devenus incapables de tenir le pinceau. Enfin, je pense qu'ils ont créé ce qu'il y a de plus intéressant dans leur vie. Ils l'ont créé tardivement, alors qu'ils étaient handicapés. Alors, il y a un grand intellectuel aujourd'hui, hélas disparu, qui s'appelait Édouard Saïd, qui a écrit un livre magnifique qui s'intitule L'œuvre ultime, ou plus exactement... Je l'ai pas lu. Je vais vous l'offrir. Oui. C'était son dernier séminaire qui tenait à New York, et puis ce séminaire est paru post-mortem, mais ne portait que justement sur les artistes qui, au soir de leur vie, puisque telle est l'expression, avaient décidé de faire un nouveau cycle. Alors, on a parlé de Beethoven, on peut parler de Goya, on peut parler de Matisse et ses découpages, on peut parler de Manet, des nymphéas, de Monet et ses nymphéas, etc., etc. Alors, il a une théorie qui est très intéressante. Il dit que finalement, même quand on est un grand artiste, on vit dans une société qui corsette l'individu, qui nous impose ses règles plus ou moins consciemment, et que pour lui, la vieillesse, finalement, c'est un champ de liberté, un champ des possibles tout à fait nouveau. Et cette nouvelle audace permet finalement d'aller encore plus loin au grand étonnement des artistes eux-mêmes. Oui. Mais Donc, moi, je crois à la ça, vieillesse 100%. comme champ des possibles. Un champ de possibles. Mais différent. On ne fera pas la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des pertes de... On ne peut plus être aussi aigu dans certains domaines. On fait autrement. Mais je crois que si on garde cette idée et cet espoir, et c'est pour ça que je trouve que c'est souvent les rencontres qui nous permettent, qui tout à coup nous aident, nous soulèvent, nous élèvent et nous permettent d'aller plus loin. Alors, vous savez très bien, Marie-Françoise, que la plupart des vieilles personnes sont exposées à la solitude. Pourquoi dites-vous que la grâce suprême, c'est de rencontrer les autres? On peut très bien lire, écouter de la musique, méditer, faire du jardinage, marcher dans la rue et être tout seul. Et être content d'être tout seul. Ça ne va pas. Ah bon? Ça ne va pas d'être tout seul. Alors moi, je pense que là, il y a besoin d'un soutien d'une façon ou d'une autre pour permettre à chacun d'avoir la possibilité de ne pas rester isolé dans son coin, parce qu'on se rétrécit petit à petit à ce moment-là. On peut pas, c'est pas possible de regarder la télé, de ne rien faire, de rester en pantoufles et en robe de chambre, etc. Ça, c'est la mort. Le confinement, alors, c'était quoi? Le confinement. Alors moi, je trouve que beaucoup de gens ne l'ont pas trop mal vécu et qu'ils ont profité de ce moment-là. Après avoir fait des rangements, il y a eu une enquête qui a été faite à Hold Up par Martine Gruer, qui nous a parlé tout à l'heure, importante. Elle a eu 5000 et quelques réponses. Beaucoup de gens en ont profité pour renouer de vieilles relations par téléphone, pour créer des jeux collectifs qui passaient par le téléphone ou pas un système avec l'iPad ou autre. C'est-à-dire que tout le monde, ceux qui sont dans les EHPAD, c'est épouvantable parce qu'ils sont enfermés dans une chambre et n'ont vraiment pas beaucoup de moyens de continuer à avoir des rencontres qui font vivre. On ne peut pas vivre si on n'est pas appelé à vivre. On a besoin de rencontres. C'est une nécessité et ça nous habite longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des rencontres toutes les 5 minutes. On a besoin d'avoir des rencontres qui deviennent une douceur, une satisfaction, qu'on se remémore, avec laquelle on vit de la même manière que rien n'est parfait, rien n'est tout le temps, mais il y a vraiment une possibilité
que ces rencontres soient presque illimitées dans le temps parce qu'on les vit et revit. Et elles donnent du sens, on peut se souvenir de choses qui ont été des rencontres valables. Je crois que dans les EHPAD, il y a eu aussi des gens qui ont réussi à être à la place des familiers d'avant, qui ne pouvaient pas venir, qui ont su prendre dans les bras, qui ont su donner la main, qui ont su être aussi Pas partout, nouvellement hein, une rencontre. Dans une de nos histoires, c'est un monsieur qui a écrit sur sa maladie, et où c'était une personne qu'il connaissait comme ça occasionnellement, qui s'est trouvé être son chirurgien, et que du coup ils se sont vus plus, et que tout à coup ils sont devenus les plus importants amis. Ça a été quelque chose de très très significatif et inoubliable. Quelque chose, je pense qu'il y a des circonstances où on se révèle capable tout à coup d'aller plus loin dans le contact, dans la rencontre. Mais vous avez vu le rapport de l'association des petits frères des pauvres qui est paru? Oui, je l'ai lu. Vous avez vu le nombre de personnes qui, dans les grandes villes en France, sont exposées à une solitude. C'est une catastrophe. Alors moi, personnellement, je suis... Donc il faudrait mettre en sorte une politique active dans les quartiers pour prendre en charge, y compris les personnes qui n'osent pas dire. Les tout seuls aient une charge, qu'ils aient une utilité, qu'ils aient quelque chose à quoi ils sont rattachés. Alors, nous... Encore faut-il qu'ils acceptent de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de dire qu'ils sont tout seuls. Évidemment. Et qui ne veulent pas qu'on le sache. Qu'on le sache. Non, oui, parce que c'est... Bon, on sait très bien, puisque on l'a déjà dit, il y a maintenant au moins 4 ou 5 ans, ils avaient parlé du fait qu'il fallait absolument que tous les petits-enfants à 3 ans aillent à l'école pour se socialiser. Mais alors nous, on s'en fiche qu'on se désocialise et qu'on reste tout seul dans son coin. Alors les obligations, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense personnellement que tant qu'on peut, si on n'est pas dans son lit, incapable d'en bouger, eh bien, on doit avoir une obligation civile, citoyenne, quand on est très vieux, à sa mesure, à son goût. C'est-à-dire que, peut-être, je m'étais dit comme ça, mais c'est un chiffre pour dire quelque chose, une demi-journée par semaine, l'obligation de participer à une activité citoyenne avec le goût qu'on a. Alors il y en a qui savent tricoter, il y en a qui savent faire la cuisine, il y en a qui savent lire ou qui sont capables d'aider des jeunes à écrire le français. Enfin, un peu chacun a ses... Mais comment on fait? On va se déclarer en mairie alors? Alors c'est le CCAS de la mairie, c'est-à-dire les services qui sont en charge justement de la population, d'organiser donc rencontre avec des officiels politiques, des personnes seules, rencontre en équipe parce qu'ils font ensemble la même chose, c'est-à-dire si vous allez organiser je ne sais pas trop quoi, savoir un cours sur la façon de tailler ces herbes et de faire pousser des radis. Alors, ça veut je suis dire sûre que vous ne savez pas faire pousser des radis. Ah non, moi je savais faire. Ouais, Non, parce que moi je suis une personne, je suis une femme de 30 ans. J'ai toujours habité Paris. Depuis que je suis née, j'habite Paris. Je suis une fleur de trottoir. Donc je ne sais pas faire pousser les radis, mais j'aimerais bien. Quand j'étais petite, au moment de la guerre, quand la guerre s'est déclarée, mes parents, enfin pas mon père, il était à l'armée, mais ma mère et mes grands-parents maternels, on est allés habiter un petit bled en banlieue parisienne, Vineuil-Saint-Firmin, et j'allais à l'école là-bas. J'étais pas très vieille, j'avais 8 ans ou 7 ans, enfin bon, bref. Et alors, à ce moment-là, on nous a appris à faire pousser des lentilles dans l'école. Ce que je ne faisais jamais dans l'école parisienne dans laquelle j'étais. Avec les petits bouts de coton et tout ça, les petits germes. Absolument. On faisait pousser toutes sortes de trucs. Mais je ne suis allée qu'une seule année dans cette école. Et après, on est revenu à Paris. Mais, bon, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui savent... planter les radis, et que moi ça m'intéresserait éventuellement de faire partie d'une équipe qui met en valeur un petit endroit, n'importe quoi, un jardin,
en collectif. Ça veut dire rencontrer d'autres personnes, faire équipe avec eux, leur parler, parler avec les gens responsables de la politique locale et petit à petit redevenir un être humain, c'est-à-dire qu'il y a des relations. Moi, je crois qu'on aurait avantage à vraiment trouver un moyen d'attirer notre génération, lui dire qu'elle est bien utile et qu'elle peut apprendre, parce qu'il y en a qui savent faire des quantités de choses, broder, moi j'en sais rien, mais, dans tous les domaines, que ce soit intellectuel, matériel, tout ce qu'on veut. Enfin, je pense que dans la civilisation anglaise, quand on voit les séries dans les films, on voit à quel point le jardinage est mis en valeur. Je pense que c'est quelque chose de très important et que nous ne mettons pas du tout dans nos campagnes. Quand par exemple, moi, la campagne, je vois très peu de fois où on fait le concours pour celui qui fait pousser le plus beau rosier ou le je sais pas quoi, ça n'existe pas. Donc c'est dommage. Il y a là une perte. Alors, il n'y a pas que les radis, il n'y a pas que les fleurs, Marie-Françoise, il y a aussi l'amour. Ah oui. Et à l'intérieur de ce livre, il y a des histoires incroyables, notamment une dans les rencontres tardives, il faut faire rentrer les rencontres amoureuses. Alors, parlez-nous-en. Ben, écoutez, moi j'entends maintenant parler, je connaissais une dame qui s'est mariée à 103 ans. Non. Oui. Waouh, mais oui. Donc vous me la présenterez. Hein. Ben, Il a quel âge maintenant, je pense qu'elle a disparu parce que c'était une amie d'une de mes amies. Elle était avocate. Elle était dans je sais pas, il y a une association des femmes juristes dont elle a été la présidente. J'oublie son nom. Et elle avait 103 ans. Elle s'est mariée avec un monsieur, je crois qu'il en avait 85. Un jeune homme. Un jeune homme. Il y a tout qui peut arriver. Mais l'amour, c'est possible. Oh, c'est possible, tout est possible. L'amitié, l'amour, mais même des rencontres. Moi, j'ai essayé de diversifier sur des rencontres. Celle de Marion me paraît tout à fait symbolique, justement, d'une rencontre réussie, où on ne se reverra jamais. Mais il y a eu un moment commun, pendant 1h30, quelque chose de partagé qui a pris vraiment du sens. Enfin, Marion Perruchon le raconte très très bien dans sa lumineuse rencontre. J'oubliais le titre exact. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Moi, j'ai rencontré le fils d'un de mes copains de fac. Je lui ai raconté l'histoire et quand son père est mort, son père lui avait dit de me téléphoner le dimanche après-midi sur son coup de fil. Je n'avais jamais vu ce jeune homme. Il y avait longtemps que je ne le voyais plus que très très épisodiquement dans un congrès ou autre chose, ce copain de quand j'avais 20 ans. Et effectivement, j'ai été particulièrement touchée. Je suis allée naturellement aux obsèques après, on s'est reconnus, on a senti quelque chose, on a échangé quelque chose d'important, puis on ne se verra plus jamais de la vie. Je ne sais pas où il habite, je ne sais pas du tout. Il est militaire, moi je n'ai aucune idée et lui aussi. Mais il y a quelque chose de possible, de prégnant, de valorisant pour les deux. Tout à coup, une reconnaissance, le trait d'union étant l'absent, malgré tout, qui nous a réunis. Mais enfin, c'est intéressant. Voilà. Pensez-vous, on va peut-être donner la parole à nos amis qui sont là. Mais j'avais une dernière question à vous poser. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les tutelles politiques font ce qu'ils peuvent ou pourraient faire plus vis-à-vis de nous? Ah oui. Ils peuvent faire plus. Ah, mais beaucoup plus. Alors là, c'est quoi alors? D'abord, s'intéresser à notre parole plutôt que de s'intéresser à celle qui nous regarde avec des microscopes. Inviter et inciter les regroupements de clubs de seniors dans le cadre des conseils de mairie, etc., que même au niveau les plus élevés. Moi, j'apprécie beaucoup qu'on nous demande de venir dans un certain nombre d'organismes pour être le représentant de quelqu'un qui a vécu ce grand âge, c'est-à-dire quand on arrive à 90 ans, enfin bon, et qui
a aussi une parole particulière qu'il faut entendre par rapport à celle des autres qui voient la vie au travers d'autres lunettes, puisque nous, les nôtres, elles ont vécu toutes ces années précédentes, donc on a quelque chose aussi à révéler. Et je pense que nous donner une parole en direct serait extrêmement important, et d'en tenir compte et de nous inviter à des... Alors ça se fait plus à l'heure actuelle, il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'éthique, par exemple, du côté du grand âge, l'éthique, etc., dans les EHPAD et ailleurs, qui font appel, mais alors on est figurant. C'est-à-dire qu'on va avoir la parole, moi je suis très reconnaissante, c'est déjà un début, mais on est un ou deux au milieu de 30 personnes. Quand il y a eu les évaluations, chose intéressante qu'avait mis le ministère de la Santé en faisant des ateliers, il y avait 10 ateliers qui se sont réunis pendant toute une année pour travailler sur les problèmes du grand âge. Alors moi j'étais dans un de ces ateliers qui était sur la prévention de la perte d'autonomie et on devait être 25 en tout. J'étais naturellement la plus âgée et j'étais la seule à représenter une parole de l'âge. Les autres étaient des officiels ou des gériatres ou des psychiatres ou des directeurs d'EHPAD, des gens qui avaient connaissance des personnes âgées, parlaient d'eux, c'était pas eux, parlaient de gens qui voyaient, et on était vraiment... Alors Madame Buzyn nous a réunis à la fin, quand le rapport a été terminé, on était environ 300, on était 2 à avoir les cheveux blancs, 2 dans la salle, sur 300 personnes. On parlait des vieux, et pas de vieux qui parlaient, pas du tout, pas du tout. Oui, on est une donnée sociologique, quoi. Oui, on nous regarde, on parle pour nous, on parle de nous, on ne nous voit pas. Quand il y a eu au début, Macron a reçu, par exemple, il a bien fait, il a fait une grande réception à la suite de ce machin-là pour recevoir les associations de directeurs d'EHPAD et des gens responsables. Bon, mais il n'a pas appelé de vieux à venir. Il y a des vieux qui se tiennent encore suffisamment debout, qui peuvent aller participer à une réception l'Élysée. Je veux dire, non, on a peur. On ne veut pas parler à ces cons-là. On n'est pas plus cons que les autres. Il y a des vieux cons et des jeunes cons, comme dit je ne sais pas qui. Brassens. Non, mais après tout... Et même si on ne va rien dire d'intéressant, c'est normal nous sommes des personnes qui avons encore, pour ceux qui l'ont, la parole qu'on peut parler. Et on ne nous demande pas.